Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette deuxième édition de Talkback GP, une édition spéciale consacrée aux essais qui se sont déroulés hier et avant-hier à Losail sur le circuit du Qatar, pour les tout derniers tests de la saison avant l'ouverture du championnat qui aura lieu dans 2 semaines maintenant. Ce soir, pour m'accompagner, j'ai Michel Turcot. Bonsoir Michel. Salut Eric. Et puis, on doit avoir d'un moment à l'autre Thomas Morcellino, on espère, il est à l'étranger, il a subi un orage, bref, il est un petit peu dans la panade pour l'instant pour se connecter, mais on ne désespère pas de l'avoir avec nous avant la fin de l'émission. Donc, on va débuter, Michel, parce que ces 2 jours de Losail ont encore été très instructifs. Et on peut dire déjà que ça a été très vite, puisque dans le classement d'hier au soir, les 11 premiers pilotes sont en dessous du record du Tour de Luca Marini qui avait été établi en novembre dernier lors du Grand Prix. Donc on peut se dire que même si les conditions étaient exceptionnelles, Michel, le plateau 2024 est encore plus rapide que celui de 2023. Oui, exactement, Eric. Ça confirme, ces essais du Qatar confirment ce qu'on avait vu début du mois en Malaisie à Sepang, hein, avec effectivement un plateau, un niveau général qui est encore plus élevé que l'an dernier. À Sepang, on avait, je crois, de mémoire, 8 pilotes qui étaient en dessous du record de la piste. Et là, c'est encore un petit peu plus. Donc, bon, évidemment, on rappellera que le Qatar, le Grand Prix du Qatar l'an dernier, il était en fin de saison. Le circuit a été entièrement refait, resurfacé. Donc, on peut imaginer que les conditions étaient un petit peu meilleures. La piste était un petit peu peut-être moins grasse au mois d'octobre, même si on sait que le Qatar, c'est au milieu du désert, beaucoup de sable, de poussière. Donc là, les pilotes ont tous dit qu'il y avait du grip, mais qu'il fallait, encore une fois, pas sortir de la trajectoire parce qu'on allait vite à la faute. D'ailleurs, il y a eu quelques chutes durant ces 2 journées. Mais voilà, pour résumer tout ça, c'est qu'on a un plateau qui va être très relevé cette année et avec devant encore une autre confirmation, c'est les Ducati GP24 qui sont vraiment déjà au-dessus du lot. Voilà, justement. Alors, on va profiter de cette émission pour faire un petit peu le teaser de ce qui va nous attendre dans 15 jours sur ce premier Grand Prix. Et tu l'as évoqué, Michel. On va commencer évidemment par les Ducati. Alors, par les GP24, c'est-à-dire les motos de l'année qui sont celles de Pecco Bagnaia, le double champion du monde, d'Enea Bastianini, de Jorge Martin et normalement de Franco Morbidelli qui était encore absent. Donc, clairement, cette GP 2024 chez Ducati, de prime abord, on sent que c'est celle qui a peut-être le moins évolué entre guillemets esthétiquement, mais au niveau homogénéité, les 2 pilotes sont affirmatifs. Elle est plus homogène, elle donne plus confiance que la GP23. Disons que la GP23, elle a dominé la saison dernière, hein. En tout cas, peut-être pas sur le début, mais sur la fin, on a eu Bagnaia et Martin qui étaient au-dessus du lot. Et cette moto, elle a évolué au niveau du moteur, elle a quand même aussi évolué un petit peu au niveau du châssis et puis de l'aéro, hein, un nouvel aéro. Et en tout cas, elle a évolué surtout dans le sens que le souhaitait Bagnaia, c'est-à-dire que l'an dernier, il était un petit peu en délicatesse sur les phases de freinage, il trouvait que la moto manquait un petit peu de stabilité. Le travail porté sur l'aéro a permis d'améliorer ses phases de freinage. Ce qui met pour l'instant un petit peu en difficulté Jorge Martin, en disant que Jorge Martin n'est pas encore à 100% avec cette nouvelle moto parce que lui, on sait qu'il a un pilotage, il a des exigences différentes de Bastianini, de Bagnaia. Il préfère une moto qui est plutôt agile dans les changements de virage rapide. Donc là, c'est pas encore ça à ce niveau-là, mais néanmoins, il est déjà dans le coup, hein. On l'a vu, c'est pas comme au Qatar, même si sur la performance pure, il était un petit peu en retrait des 2 autres. Mais en tout cas, Bagnaia, il va attaquer la saison en pleine confiance, avec une moto qui est faite pour lui. Et 2 titres de champion. Il visera un 3e en fin d'année. On rappellera, sans remonter au calendrier grec, que depuis la création du MotoGP en 2002, il n'y a que 2 pilotes qui ont réussi à enchaîner 3 titres de rang, c'est Valentino Rossi et Marc Marquez, donc les 2 plus grands champions de l'ère moderne des Grands Prix. Donc c'est vrai que là, on a un Bagnaia qui est
qui est en passe de faire, de créer un autre exploit, quoi. Alors, on va pas se projeter trop vite, hein, Michel, parce que même lui, Pecco Bagnaia, il essaye de pondérer un petit peu en disant ce ne sont que des essais, les courses, ça sera forcément différent. On l'a vu d'ailleurs l'an dernier, hein, dès la première course sprint de la saison l'année dernière, il y avait déjà du monde au tapis, donc tout peut vraiment vite basculer d'un côté comme de l'autre. Mais ce qui est clair aussi, c'est que Bagnaia, il en est satisfait, mais on a encore la confirmation. Alors, à Sepang, on l'avait un petit peu pondéré parce que on savait que c'était un circuit qu'il appréciait, sur lequel il avait gagné justement en 2023. Mais Enea Bastianini, il s'affirme lui aussi, hein. Il est débarrassé, semble-t-il, de ses problèmes physiques par rapport à ses blessures de 2023. Et là, encore une fois, il est à 72 millièmes de Pecco Bagnaia. On rappelle que Bagnaia, ça a été le seul à basculer sous la barre des 1,51 à Loseille. Et Bastianini, il est à 72 millièmes seulement de son coéquipier. Ça va être un pilote à prendre en considération, assurément, non? Ah bah, évidemment, on se rappelle qu'il y a 2 ans, enfin, il n'a pas été choisi par hasard pour rejoindre Bagnaia l'an dernier en équipe officielle, hein. Il avait fait une super saison euh, avec l'équipe Brésigny. Bon, voilà, on va pas refaire l'histoire. L'an dernier, il s'est blessé en début d'année, une blessure qui n'était pas de son fait, puisque c'est Marini qui l'accroche dès la première course sprint. Donc, il a passé une année de galère, blessé, essayé de revenir trop tôt, pas être dans le coup. Il a fallu aussi qu'il s'adapte bah, à une GP23 qui était assez différente de la GP21 qu'il avait eue l'année précédente, et puis un nouvel environnement, bah, la pression d'une équipe officielle et nouveau chef mécanicien avec Marco Rigamonti, donc beaucoup de choses à mettre en place sans avoir le temps de le faire. Donc voilà, cet hiver, il a abordé, je pense que sa victoire aussi l'an dernier, en fin d'année à Sepang, lui a fait beaucoup de bien en termes de confiance. Mhm. Ça lui a aussi permis d'assurer sa place qui était un petit peu quand même menacée par André Martin. Voilà, il n'y a pas de raison qu'il ne remonte pas le niveau qui était le sien il y a 2 ans. Donc, c'est sûr que là, il y a un sacré tandem dans l'équipe officielle Ducati. Alors on le voit, hein, sur les illustrations qui passent derrière toi, hein, on a fait un tronc commun des pilotes Ducati parce que là on a parlé des pilotes officiels bien évidemment. On va parler maintenant des autres pilotes Ducati. Donc Martin, on en a un petit peu évoqué comment dire, les résultats, mais on y reviendra un petit peu plus en détail dans quelques instants puisque c'était les 3 pilotes qui avaient la GP24 à Loseille. On va parler maintenant des autres pilotes Ducati avec la GP23. Comme tu le disais, cette GP23 elle n'est pas non plus bonne à mettre à la poubelle parce que les 7 Ducati qui étaient présentes au Qatar sont dans les 10 premiers. Et donc, le premier, entre guillemets, des autres pilotes Ducati, c'est un certain Marc Marquez. Alors, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat, Michel. Beaucoup disent que Marc Marquez cache son jeu. Qu'en est-il réellement? Est-ce que oui ou non il cache son jeu ou est-ce que comme il l'assure, il veut prendre son temps, il veut pas griller les étapes pour finalement être quelque part sûr de son coup pendant le Grand Prix? Bah, déjà, qu'est-ce que ça veut dire cacher son jeu? Il termine avec le quatrième temps. Il a progressé au Sepang, c'était un petit peu difficile en termes de tour chrono. On sait, depuis le début, il dit hein, il doit piloter, il réapprend à piloter. Il a passé 11 ans avec une Honda qui se pilotait sur l'avant, avec voilà, une moto qui avait des caractéristiques très différentes de la Ducati qu'il découvre aujourd'hui. Donc il doit s'adapter à cette nouvelle moto, il doit faire évoluer son pilotage. Il doit aussi reprendre confiance après des années de galère. Il se retrouve dans une équipe satellite sans la présence des ingénieurs qu'il avait autour de lui, sans avoir plein d'évolutions à tester. Donc c'est aussi une approche différente de ces essais hivernaux qu'il découvre. Il travaille avec Frankie Carcelli, qui est un chef mécanicien anglais, alors qu'il a passé 10 ans avec Santi Hernandez, avec qui était non seulement son chef mécanicien espagnol, mais en plus qui est un ami. Hein, il se voit régulièrement. Enfin, c'est un ami proche. Donc bon, beaucoup de choses à découvrir et à s'adapter. Donc, je ne pense pas qu'il cache son jeu. Il a dit en rythme de course, il est déjà bien. Voilà, il a un peu plus de mal pour aller à 110% de la moto, faire un chrono. Il a aussi pas envie de faire d'erreur. Ça se comprend. Donc, voilà, je pense qu'il va être candidat au podium au Qatar pour le premier Grand Prix. Et je ne pense pas qu'il cache son jeu. Juste, voilà, c'est une année de reconstruction pour lui. Et, voilà, il sera dans le coup, il y a pas de doute. Après, ceux qui imaginaient qu'il allait gagner le premier Grand Prix avec 10 secondes d'avance,
Effectivement, je pense qu'il y a un peu, ce serait une erreur d'imaginer ça, d'autant que, encore une fois, la GP24, on l'a dit, elle semble être quand même un petit peu au-dessus de la GP23, quoi. Alors, du côté des GP23, il y a aussi le team de la VR46 hein, avec Di Gianantonio et Bezzecchi. Ce qu'on peut constater, c'est comme à Sepang, Di Gianantonio finalement est plus à même de maîtriser cette GP23. Bezzecchi était vraiment en retrait en Malaisie. Là, ça a été un petit peu mieux à Losail, mais c'est pas encore tout à fait ça. Hein. Bezzecchi, je regarde, il ferme le top 10, mais on sent que ça commence à aller mieux. Oui, après, Eric, il faut pas se focaliser non plus que sur les tours chrono. Enfin, le meilleur temps réalisé pendant ces 2 journées, il y a aussi la régularité. Voilà, Bezeki, pareil, il prend son temps. Il l'a dit, la GP23, elle est assez différente de la GP22. On se souvient qu'en début d'année, Bagnaia a eu un peu de temps aussi pour s'adapter à des caractéristiques moteurs un peu plus agressives, hein. Donc voilà, ça y a pris un moment. Donc Bezeki, il prend son temps. Effectivement, il a eu un petit peu plus de mal à y arriver que Di Gianantonio, qui lui découvre une nouvelle équipe. Mais bon, pour lui, c'est un petit peu l'an dernier, en fin de saison, il cherchait un guidon en Superbike, il n'en trouvait pas. Et là, il se retrouve, grâce à ses super résultats, il récupère la place, la place de, je vais y arriver, de Morbid, non, qui était qui était avec lui, qui était avec Bezeki l'an dernier. C'est Aide-moi, Marini, Eric. Marini, Luca Voilà, il Marini. récupère la place de Marie. Ouais, j'ai eu un petit trou là. Donc voilà, pour lui, c'est la fête. Donc effectivement, il est surmotivé d'arriver dans l'équipe de VR46. Et voilà, il a rapidement trouvé ses marques, la confiance avec sa nouvelle équipe et il est en forme. Il est sur l'élan de sa fin de saison. Donc voilà, ça va être aussi des candidats, ça va être des candidats au top 5, tout ça, là, et Ducati en force, ouais. Ouais, c'est ce qu'on retiendra hein, de ces derniers jours d'essai avant l'ouverture de la saison, c'est que les Ducati clairement sont bel et bien là et elles devraient être présentes et exactes au rendez-vous dans 15 jours pour l'ouverture de la saison. Reste maintenant à savoir qui sera devant qui, mais ça sera une autre histoire. Alors maintenant, Michel, je voudrais qu'on passe à la deuxième équipe ou en tout cas à la deuxième marque ou au deuxième constructeur plus exactement. C'est un constructeur européen, mais c'est peut-être pas forcément celui auquel on pensait. C'est Aprilia, parce que Aprilia, eh bien, déjà à Sepang a montré des progrès et là à Losail, il y a vraiment eu un step de franchi puisque on a les 3 Aprilia dans le top 10, les RS GP24 qui sont dans le top 10. Non, pardon, je dis une bêtise, mais qui sont très présentes, notamment Raúl Fernandez et surtout Aleix Espargaro qui est soi-disant le retraité en devenir qui n'arrête pas d'affoler le chrono puisqu'il est 3e dans la hiérarchie de ses essais au Qatar. Ouais, ben Aleix, il est depuis qu'il est monté sur la nouvelle Aprilia, il dit qu'il est super bien dessus. Il est très content du travail qui a été fait, notamment au niveau de l'aéro, qui permet, ils ont encore gagné de l'appui et une vitesse en courbe encore plus importante, ce que recherchait Espargaro, hein. Donc voilà, cette moto, elle est bien née, elle est pour lui en net progrès par rapport à la moto de l'an dernier. Voilà, maintenant c'est pas en Qatar, c'est plutôt 2 circuits où cette machine était déjà bien, donc il faut attendre un peu puisqu'on sait que la faiblesse de cette moto, c'est qu'il y a eu aussi des circuits la saison passée où ils avaient beaucoup de mal sans trop savoir pourquoi. Voilà. Bon, pour Vinales, c'est un petit peu plus difficile. Effectivement, tu l'as souligné, Raúl Fernandez a fait un très bon chrono avec la moto de l'an dernier, hein, puisque des 4 pilotes Aprilia, lui, c'est le seul pour l'instant qui a la moto 2023. On rappellera qu'il a quasiment pas roulé En Malaisie, ouais. en Malaisie parce qu'il s'est blessé. Donc là, il est revenu. Il voulait, voilà, il voulait prouver aussi qu'on pourrait compter sur lui cette année. Voilà. Et puis Miguel Oliveira qui est un petit peu en retrait, qui a lui plus de mal avec la nouvelle, avec cette nouvelle machine, un peu plus comme en a d'ailleurs Vinales. Voilà. Bon, on a eu 2 circuits, on a eu 5 journées d'essai pour ces pilotes-là. Donc, je pense qu'encore une fois, on ne va pas tirer des conclusions trop hâtives.
Mm. En tout cas, on le voit hein, sur l'image qui était au-dessus de nous, là, sur la moto. C'est franchement, l'Aprilia, c'est celle qui a été la plus travaillée. Hein. Au niveau de l'aéro, on parlait de moto de Batman. C'est vrai qu'il y a eu un énorme travail aéro. Et visiblement, ça porte ses fruits. On verra ce qu'il en sera dans 15 jours avec l'émulation de cette première épreuve de la saison. Alors, je le disais, on parle toujours de constructeurs européens. C'est peut-être celui auquel on ne s'attendait pas. Aprilia juste derrière Ducati. Maintenant, on va parler de KTM et de GazGaz. Est-ce qu'on peut parler de déception, Michel, par rapport au comportement de la KTM? On s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de révolutions. On a vu à Sepang Dani Pedrosa avec énormément d'éléments aérodynamiques. On sentait que ça travaillait énormément. Et puis finalement, j'ai l'impression que le résultat tarde un peu à se concrétiser pour l'équipe autrichienne. Ah non, bah alors là, je suis pas du tout d'accord avec toi, Eric. Je Ah, pense qu'au contraire, ils ont fait. Les pilotes sont hyper contents de ce qui a été réalisé. Donc après, encore une fois, je pense que Binder, il a été gêné dans les meilleurs chronos qu'il a fait hier. Il a pris 2 drapeaux jaunes, donc il n'a pas pu faire le temps qu'il imaginait faire, mais il est très régulier au chrono. À Sepang, il était dans le top 4, voire dans le top 3 en termes de régularité. Je pense il sera candidat au podium au Qatar. Miller un petit peu en retrait, mais parce que on l'a vu l'an dernier, je pense qu'aujourd'hui il manque un petit quelque chose. Après, il a été beaucoup utilisé aussi pour essayer tout un tas de pièces. oui. Ils ont essayé pas mal de combinaisons, notamment en termes d'aéro, mais globalement, ils sont très contents du travail fait. Et puis voilà, et chez GazGaz, Pedro Acosta a encore fait une très bonne séance pour un rookie. Voilà. La déception pour l'instant du côté du groupe Pirer Mobility, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, ce sera plutôt Augusto Fernandez qui visiblement, voilà, il avait fait une saison honnête l'an dernier en tant que rookie, mais voilà, je pense que la comparaison avec Pedro Acosta, elle est un petit peu difficile. Donc c'est vrai qu'il a eu pas mal de problèmes techniques durant ces journées de test, mais voilà, c'est un peu sa place, elle est un peu décevante et ses chronos aussi. Alors, tout à l'heure, on disait est-ce que Marquez cache son jeu? On va pas dire que KTM cache son jeu, mais en tout cas que les chronos ne reflètent pas, le chrono pur ne reflète pas le potentiel pour toi, Michel, de ce qu'on est en droit d'attendre des KTM. On est bien d'accord? Oui, après, voilà, il y a une à 6 dixièmes avec Bagnaia qui a fait un super temps hier. Voilà, ça, c'est la performance pure sur un tour, sur un instant T, on va dire. Donc, encore une fois, il faudrait analyser plus en détail tous les chronos faits durant ces 2 journées au Qatar. Si j'ai pas eu le temps de le faire, mais ce qu'on a vu à Sepang, c'est quand même nettement, enfin voilà, la KTM est nettement en progrès par rapport à l'an dernier, et donc je pense ils seront là, voire enfin ils vont rivaliser à l'aise avec les Aprilia. D'ailleurs, on verra ce qu'ils vont pouvoir faire par rapport au Ducati, mais la moto a progressé et je pense ils seront dans le coup pour des belles perfs cette année. Et puis pour terminer en reparlant de Pedro Acosta, alors c'est vrai que justement par rapport à ce que tu viens de dire, si on regarde la feuille de chrono, il est 15e, mais le chrono qu'il a réalisé en étant 15e, j'ai comparé avec le Grand Prix du mois de novembre, ça l'aurait mis 5e de la Q2. Donc c'est quand même assez incroyable ce chrono. Et puis ça prouve aussi ce qu'on disait en début d'émission, Michel, c'est que ça a été incroyablement vite sur ces 2 derniers jours de test à Losail. Hein. Carrément, parce que là, Acosta 15e alors qu'au Grand Prix il aurait été 5e en Q2, c'est juste impressionnant. Oui, et puis Acosta, il a fait des bonnes simulations de course aussi là. Donc voilà, non seulement il est capable d'aller vite, mais il a déjà prouvé qu'il était assez régulier, qu'il avait compris. Il a déjà commencé à comprendre comment on gère ses pneus, comment on gère son mapping sur la durée d'une course. Donc je pense que ça peut être lui aussi une bonne surprise dès les premières courses. Alors maintenant, on va s'attarder aux 2 derniers constructeurs de la grille. Alors 2 derniers, c'est pas péjoratif, hein, bien évidemment, c'est par rapport à l'ordre de l'émission. On va pas se fâcher tout de suite. On va parler de Honda. J'ai l'impression qu'on pourrait presque dire appliquer les propos que tu viens d'appliquer à KTM à Honda, c'est-à-dire que évidemment, en chrono, ça semble assez loin, mais il y a quand même eu du travail de fait, il y a eu quand même eu de la progression, parce que pour les 2 pilotes officiels, Mir et Marini, Mir, qui est la base de comparaison par rapport à l'an dernier, puisque c'était le seul pilote Honda officiel, il a amélioré son chrono d'1 seconde 1 par rapport à novembre, mais il va falloir
plus de temps. Pour ceux qui pensaient que Honda ou Yamaha pourraient revenir plus rapidement sur le devant de la scène, clairement, il va falloir patienter. Oui, Eric Patient, il va falloir effectivement, il va falloir l'être, pardon. Le retard accumulé par les deux constructeurs japonais allez, on va dire 2 saisons, qui était assez flagrant l'an dernier. Euh, des choses ont été mises en place, hein. Je fais un peu un parallèle entre Honda et Yamaha parce que c'est vrai que c'est Oui, un c'est peu à une peu sorte près la de même situation, hein. exactement. Donc il y a voilà, des choses ont été mises en place. On sent qu'il y a une réaction qui est lancée, mais donc il y a eu des progrès entrepris. On en a parlé après la Malaisie, mais bon, pendant ce temps, les autres, on l'a dit, Ducati, ils ont encore progressé, KTM a progressé, après il a progressé. Donc bah voilà, même si eux, ils ont commencé à progresser, déjà ils n'ont pas progressé peut-être aussi vite que les autres. Donc l'écart, il reste là. Après, on le rappelle, ces deux constructeurs vont bénéficier de concessions cette année. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir continuer à travailler pendant que après le premier Grand Prix. Alors que chez Ducati, voilà, la moto telle qu'elle est là, elle est gelée. Ils vont plus pouvoir y toucher. Ils auront droit à une évolution aéro dans la saison, mais ils auront pas de. Pyro va pas pouvoir faire de wildcard pour essayer de nouvelles choses. Et le nombre de tests, le nombre de pneus alloués pour les tests privés est aussi réduit. Donc voilà, chez Ducati, ils sont contents aussi d'avoir une bonne moto dès le départ parce que cette moto, il va falloir qu'elle fasse la saison quasiment dans la configuration actuelle. Alors que la Yamaha, enfin pardon, la Honda, parce qu'on parlait de Honda, mais aussi la Yamaha que l'on voit aujourd'hui, seront très différentes, ne serait-ce que dans 3 à 4 mois, à mi-saison, il y aura déjà des évolutions. Donc voilà, c'est sûr que là, sur ce premier Grand Prix, chez Honda, voilà, les faiblesses, on les connaît depuis Sepang. On a une moto qui use assez vite son pneu arrière et qui devient difficile à piloter quand ce pneu est usé. Voilà, donc sur la durée d'une course, elle peut faire un peu illusion sur un chrono avec un pilote qui fait un peu tout parfaitement. Mais sur la course, ça risque d'être plus compliqué. On l'a vu sur les simulations de course. Ouais, c'est ce qu'explique très bien Johan Zarco. Hein. Johan Zarco qui a été encore le meilleur pilote Honda, même si il a chuté dans son dernier time attack. Johan, il dit, en gros, il va falloir attendre 2-3 mois minimum, mais par contre, on peut peut-être tirer notre épingle du jeu sur les courses sprint, justement par rapport à ce que tu disais Michel, par rapport à la dégradation des pneumatiques, et sur un tour chrono et sur une course sprint, il y a peut-être matière à faire quelque chose, et Johan, il vise plutôt un top 10 comme bon résultat d'entrée de saison. T'es d'accord avec lui ou tu penses qu'il joue petit bras? Non, mais je pense il est réaliste. Après, voilà, je pense qu'aussi c'est important pour lui de se fixer des objectifs raisonnables pour pas démarrer sur une désillusion et nourrir de la frustration sur le début de saison. Donc voilà, il faut garder les pieds sur terre. Je pense il est aussi content de voir que Honda lui fait confiance. Honda l'associe au travail de développement. Il y a une façon de faire chez Honda aujourd'hui qui est différente de ce qu'elle était l'an dernier. Alors lui, il n'a pas l'expérience du travail de chez Honda, mais il voit aussi au travers de son équipe il y a voilà, on apprécie aussi davantage d'avoir une meilleure considération du côté de l'équipe Honda LCR. Donc voilà, c'est des choses qui donnent une atmosphère positive. On sait aussi combien c'est important de travailler avec dans une ambiance positive et constructive, quoi. La saison, elle commence au Qatar début mars, elle se termine à Valence fin novembre. Tout ça, c'est des semaines et des mois de travail, de pression. Donc, il vaut mieux démarrer dans de bonnes conditions, quoi. Alors justement, tu parlais d'ambiance de travail et de dynamique à créer. C'est ce qui se passe également chez Yamaha, puisqu'on va parler de Yamaha maintenant. Si on en juge par les propos de Fabio Quartararo, qui dit c'est pareil, un peu la même situation que chez Honda. Il va falloir être patient. Il veut être patient, il a compris et il a admis qu'il y avait effectivement des progrès, des efforts qui avaient été faits par le board de chez Yamaha pour dynamiser cette équipe et faire en sorte qu'on revienne vers les avant-postes pour les deux pilotes, hein, que ce soit Fabio ou que ce soit Alex Rins, pardon. Mais là encore, il faut être patient, même si on a senti quand même un petit peu de frustration chez Fabio par rapport au fait que le problème qui était celui de l'an dernier, à savoir le manque de performance avec un pneu neuf, continue d'exister et un petit peu de gâcher cette première mise en action 2024.
Oui, alors les motifs de satisfaction, c'est les progrès du moteur, hein, ce qui a longtemps été pointé pour son manque de performance et surtout son manque de vitesse de pointe. Donc là, il y a des progrès qui sont là, qui sont clairs et nets. Donc ça, c'est une satisfaction. En revanche, voilà, on a au revers de la médaille une moto qui reste un petit peu agressive à l'accélération et surtout qui manque de grip. Et qui, tu l'as dit, fait que avec des pneus neufs, les pilotes ont du mal à exploiter ce grip supplémentaire. Donc, ça risque d'induire des mauvaises places sur la grille. Et on sait qu'une mauvaise place sur la grille, forcément une pas très bonne place à l'arrivée de la course. Donc, voilà, il y a effectivement cette frustration qui est là. Après, il y a aussi la satisfaction de voir que l'arrivée d'Alex Bartolini, qui était le bras droit d'Aligna chez Yamaha, qui est arrivé en début d'année, il fait bouger les choses. Il y a des nouvelles méthodes de travail, une nouvelle façon d'essayer des nouveautés, de les réessayer, enfin, une nouvelle façon de travailler qui plaît beaucoup à Fabio et qui lui donne un petit peu d'optimisme pour la suite. Mais là encore, voilà, il est conscient qu'il va falloir du temps. Alors le problème, c'est que aussi son contrat arrive à échéance avec Yamaha. On sait qu'il va falloir se positionner assez vite parce que les différents constructeurs, team managers vont aller un peu à la pêche pour l'année prochaine. Donc, je pense que lui, ça va être compliqué de se dire, je vais attendre peut-être de voir dans 4 mois comment évolue Yamaha, ma moto, qu'est-ce qu'elle sera. Est-ce que je dis oui avant une proposition pour une équipe satellite ailleurs avec un autre constructeur? Ça va être des questions un petit peu plus difficiles, sachant qu'en plus, il a plus d'agent. C'est lui qui doit réfléchir à tout ça. Et, donc, espérons que ça ne le perturbe pas trop. Mais voilà ce qu'on peut dire à ce moment de Fabio, à mon sens. D'ailleurs, il a fait une petite mise au point, hein, Fabio, en disant que pour l'instant, il était concentré à 100% sur le projet Yamaha et qu'il croyait en ce projet et qu'il n'était pas omnibulé justement par son futur et qu'il avait que moyennement apprécié qu'on relaie que ses propos négatifs dans la presse pour le faire passer encore une fois pour un râleur, alors que lui, il avoue et il le martèle, il est vraiment pour l'instant satisfait par l'attitude et par tout ce qui est mis en place par Yamaha. Oui, oui, il est satisfait par l'attitude qui est mise en place chez Yamaha, mais il est déçu par finalement de voir que même s'il y a des progrès, en fait, il est déçu de voir que les autres travaillent aussi et ont des machines qui sont pour l'instant plus performantes que la sienne. Donc voilà, est-ce que les concessions accordées aujourd'hui aux Japonais vont permettre de rattraper leur retard de manière assez rapide ou pas? Ça, c'est personne ne le sait, quoi. Voilà. C'est sûr que les Japonais travaillent, mais les autres, chez Ducati, on dort pas non plus. Donc, même si leurs moyens d'action aujourd'hui sont plus limités, voilà, c'est des questions, c'est aussi des paris sur qu'est-ce que sera le plateau MotoGP en 2025. Mm. Quand on doit réfléchir à un contrat futur qui va l'engager au moins 2 saisons, c'est sûr. Même s'il dit ne pas vouloir y penser, forcément qu'il y pense. Oui, bien sûr, ça fait aussi partie de la communication. Une question concernant Fabio, est-ce que selon toi, ça serait une erreur si il ne signait pas rapidement soit un renouvellement, soit aller voir ailleurs? Est-ce que s'il prend le temps de voir, comme tu le disais, les progrès de la Yamaha, ça risque de lui fermer des portes? Fermer des portes. Après, de toute façon, à mon sens, aujourd'hui, la seule porte sur laquelle il pourrait miser, pour moi, c'est Aprilia. Chez Ducati, il y a Bagnaia qui est en place, il y a pléthore de pilotes derrière, il y a éventuellement un Marc Marquez qui tape aussi à la porte. Chez KTM, il y a Pedro Acosta qui arrive, qui est annoncé comme la future star. On a Binder qui a re-signé pour 4 ans. Voilà, après il reste Yamaha lié. Honda, c'est pas plus intéressant que là où il est. Et effectivement, Aprilia, on peut imaginer qu'aujourd'hui, cette moto, avec tout le respect qu'on doit à Aleix Espargaro, voilà, il a gagné 3 grands prix dans sa vie. Donc, on peut imaginer, même s'il fait de très belles choses, on peut imaginer qu'avec un super pilote dessus, alors Vinales est un très bon pilote, mais on sait aussi qu'il a plein de défauts et qu'il est très irrégulier, donc peut-être que cette moto, elle vaut plus que ce qu'elle est aujourd'hui. À mon avis, pour moi, c'est le pari qui pourrait tenter. Pour toi, ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour toi, s'il y a une piste vraiment à privilégier pour Fabio, s'il ne reste pas chez Yamaha, ça serait Aprilia.
à mon sens. Je suis pas son agent, hein, mais Non, mais bon, bien sûr. voilà, voilà, je pense qu'effectivement, après, ça peut être aussi de faire un choix comme Marquez, c'est de se dire, je vais dans une équipe satellite chez Ducati, faire comme les autres. Mais bon, qu'est-ce qu'il aura de plus? En plus, je pense que voilà, s'il va être à l'âge qu'il a, il a encore en moyen de signer de beaux contrats financiers aussi pour se mettre à l'abri pour la suite de sa carrière. Voilà, soit il reste, je pense que chez Yamaha, il aura une très belle offre pour rester, puisqu'on compte énormément sur lui. Donc, soit il fait le choix de chez Yamaha en se disant, je mise peut-être sur le moyen terme, en espérant que les efforts entrepris aujourd'hui vont payer et j'aurai à court ou moyen terme une machine qui sera capable de gagner et de me ramener un second titre. Soit il se dit, non, ça va prendre trop de temps et je tente un pari. Et ce pari-là, pour moi, ça pourrait être effectivement Aprilia où il pourrait être un pilote numéro un, quoi. Ouais, dans tes propos, en fait, on a l'impression que tu résumes un peu ce qui s'est passé avec Marc Marquez en 2023, c'est-à-dire que Marquez, il se dit, c'est plus possible, maintenant, il me reste plus trop d'années, il faut que je retrouve de la compétitivité pour montrer que je suis toujours là. Et ce que tu expliques pour Fabio, c'est presque une trajectoire parallèle à celle de Marquez. Oui, à part que Marquez a 30 ans Oui, aussi. on a 24. Donc voilà, il n'y a pas la même urgence. Mais il n'y a pas non plus le même palmarès. Donc c'est difficile de comparer ces deux cas. Mais c'est sûr que Fabio, les années, elles passent aussi, même s'il n'a pas encore 30 ans. Et il peut se dire, si Yamaha met 3 ans pour revenir, je serai plus à la fin de ma carrière qu'au début. Donc est-ce que je ne prends pas le pari d'aller voir ailleurs? Mais voilà, c'est des réflexions qu'il va devoir mener en même temps sur ce début de saison, parce qu'on le sait, ça va aller très vite. S'il a une offre sur la table et que cette offre elle est faite aussi à d'autres, on peut imaginer que Martin restera pas chez Ducati. Donc c'est aussi un gros poisson qui peut avoir une belle offre de la part de Honda ou d'Aprilia aussi. Donc Ouais. autant Fabio était incontournable il y a 2 ans de par ses résultats, l'arrivée magnifique qu'il a faite en MotoGP. Autant aujourd'hui, c'est plus tout à fait c'est plus tout à fait le cas, même si sa cote elle reste très élevée et son talent est toujours là, c'est clair. Mais voilà, il y a d'autres pilotes qui ont prouvé qu'ils allaient très vite et puis il y a aussi Acosta qui arrive, qui prend un petit peu la lumière des jeunes pilotes. Bon, Michel, tu parlais de cote, tu parlais de risque, tu parlais d'attente. Moi, j'ai la question qui fâche. Ton pronostic pour ce premier Grand Prix? Tu sais que j'ai horreur de ça, Eric. Donc C'est bien pour ça que je te pose la question. je suis pas très fort à ça, donc si je dis quelque chose, ça va pas se passer. Donc non, mais je pense qu'on aura une Ducati sur le podium. Ah oui, là tu t'es mouillé quand même. Là c'est un pronostic quand même Ouais. assez osé quand même. Bon, en tout cas, Michel, merci pour ce débrief. On va se retrouver donc évidemment dans 15 jours pour le premier Grand Prix de la saison. Évidemment, il y aura encore du travail qui aura été effectué parce que j'imagine, hein, Michel, que au soir des essais de Losail, rien ne s'arrête. Hein, on continue de travailler, on va continuer de préparer certaines choses pour pouvoir les tester au premier jour des essais officiels du premier Grand Prix de la saison. Là, je pense que voilà, on va analyser tout ce qui a été fait sur ces 2 jours. On va repartir vendredi pour la première séance d'essai chacun va repartir avec ce qu'il pense avoir été la meilleure option pour préparer le Grand Prix, quoi. Mais c'est sûr que ces 2 journées, elles aident beaucoup. Elles aident beaucoup à préparer la première course. D'autant que, autant l'an dernier, il y avait aussi cet inconnu de la course sprint qui arrivait. Aujourd'hui, voilà, après un an, tout le monde a aussi appris des repères par rapport à ça. Tout le monde sait comment on prépare une course sprint, comment on prépare le Grand Prix du dimanche. Donc, ça va être plus stable, en tout cas en termes de travail sur les 2 journées d'essai. Très bien, Michel. Donc, on rappelle que Thomas, qui a malheureusement pas pu nous rejoindre durant cette émission, et toi-même, vous serez sur place pour ce premier rendez-vous du championnat 2024 et que le lundi 11 mars, hein, je réfléchis, mais c'est bien le lundi 11 mars, on vous fera le premier débrief de la saison, donc le débrief consacré au Grand Prix du Qatar avec les infos
prise sur place dans le paddock et dans les allées un petit peu discrètes de ce dernier par Michel et Thomas. Michel, merci beaucoup. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour le lundi 11 mars à 18 h puisque on débriefera avec Michel et avec Thomas, c'est certain cette fois il sera là, le premier Grand Prix de la saison qui se sera couru la veille sur le circuit de Losail justement au Qatar. D'ici là, portez-vous bien et je compte sur vous.